Les cahiers des charges qu'on a écrits nous il y a 2 ans, on était un petit peu, même carrément beaucoup audacieux quand on a lancé ces choses-là, et de voir que c'est repris par des marques nationales, on se dit waouh, on avait quand même été super inspirés. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Agro Club, le podcast qui va à la rencontre d'entrepreneurs passionnés et aimant parler librement de leur entreprise et du monde de l'agroalimentaire. Ce mois-ci, nous allons à la rencontre de Sandrine Delory, la dirigeante de la coopérative laitière Prospérité Fermière Ingredia. Cette petite coopérative est basée à Arras. Bonne écoute. Bonjour Madame Delory. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui dans les locaux d'Ingredia à Arras. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en 2 minutes, ainsi que vous et votre entreprise? Donc moi je suis la directrice de la coopérative La Prospérité Fermière Ingredia. Donc on regroupe 1600 éleveurs de la région des Hauts-de-France, 450 collaborateurs. On réalise un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros, 60% de ce chiffre d'affaires à l'exportation. Et on transforme le lait donc de 1600 producteurs qu'on exporte aux 4 coins du monde. Madame Delory, depuis quand êtes-vous à la tête de la Prospérité Fermière Ingredia? Depuis 2015. Alors ça fait peu de temps. Avant ça, vous étiez aussi dans l'entreprise ou vous étiez autre part? Moi, c'est une longue histoire d'amour avec la Prospérité Fermière, puisque j'ai été stagiaire dans cette entreprise. Et c'est rare, je pense, de passer de stagiaire dans une entreprise à la direction générale de cette entreprise. Donc j'ai été stagiaire quand j'avais une 20aine d'années. Après, j'ai travaillé une 10aine d'années dans l'industrie pharmaceutique à Paris. Et puis le hasard de la vie a fait qu'à l'occasion de la naissance de mon fils, j'ai été rappelée par des collègues de la Prospérité Fermière Ingredia pour me féliciter de la naissance. Et le hasard a fait qu'ils m'ont proposé, ils m'ont dit qu'il y avait un poste à pourvoir et qu'ils m'ont demandé de chercher dans mon carnet d'adresses si j'avais des gens que je connaissais qui étaient un peu comme moi et qui pouvaient être intéressés. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit que ça m'intéressait moi, alors que j'habitais à Paris. Et donc j'ai amené toute ma famille et puis je suis revenue ici. Et puis quelques années plus tard, j'en ai pris la direction générale. Donc vous voyez, c'est une longue histoire d'amour puisque elle date maintenant de plusieurs années. Voilà. Et donc, quand est-ce que vous êtes revenu chez Ingredia? Il y a combien d'années? Il y a 20 ans. D'accord. Et depuis 20 ans, quelles sont les grandes évolutions que vous avez vues arriver dans la coopérative? Et chez Ingredia aussi Donc dans les grandes évolutions, je pense qu'il y a les changements dans la gouvernance de cette coopérative. C'est un mode d'entreprise qui est très particulier, une coopérative, puisque c'est le fournisseur, donc l'agriculteur, qui est en même temps l'actionnaire et l'administrateur. Donc c'est pas courant qu'une entreprise est gérée par son fournisseur. Donc c'est déjà un fonctionnement assez particulier. Et il y a maintenant, ça va faire une bonne 10aine d'années qu'il y a eu des changements importants dans la gouvernance. Donc ça, c'est passionnant à voir. Et le deuxième changement important, c'est l'arrêt des quotas laitiers en 2015, qui a engendré des changements énormes dans la structure des prix du lait. Et donc ça, c'est aussi un Big Bang, les plaques tectoniques, un Big Bang énorme avec tout ce que vous avez pu voir dans les médias. Donc ces 2 grands changements-là, changement dans la gouvernance et changement sur l'économie laitière du fait de l'arrêt des quotas. D'accord. Donc, moi, j'aime bien parler de 2 thématiques, la RSE et le numérique, parce que c'est des choses qui s'entremêlent aussi, selon moi. La Prospérité Fermière Ingredia est très impliquée sur cette thématique. Je pense que ça s'est accéléré aussi avec la crise du lait. Comment a débuté finalement cette démarche liée à la RSE chez la Prospérité Fermière Ingredia, et qu'est-ce que justement la fin des quotas et puis des crises ont changé dans ce travail? Est-ce qu'il y a eu des évolutions finalement? Ce que vous aviez engagé, c'est à continuer sans vraiment avoir été impacté par la crise, on va dire.
En fait, je pense que la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est quelque chose dans les gènes depuis très très longtemps chez les agriculteurs. Parce que les premiers à s'occuper de la planète et de l'environnement, c'est les agriculteurs. Et je pense que c'est quelque chose aussi de très fortement ancré chez les salariés de la prospérité fermière Ingredia, parce qu'en général, ils sont très fidèles à l'entreprise. Regardez mon propre cas, que je reviens dans l'entreprise où j'étais stagiaire 10 ans après avoir terminé mon stage. Donc, la fidélité, c'est quelque chose de typique des salariés de cette entreprise, et l'entretien de la planète, c'est quelque chose de typique dans les gènes des agriculteurs. Avec le Big Bang lié à l'arrêt des quotas, avec toutes les évolutions de la gouvernance dont j'ai parlé juste avant, en fait, on s'est retrouvé à devoir faire le lien, pour moi, un lien fort entre les collaborateurs et les agriculteurs. Et ce lien fort, il passe par le point commun, qu'est la coopérative et le lien au territoire. Le lien au territoire, ça se fait naturellement par l'environnement, parce que tout le monde va conduire ses enfants dans les mêmes écoles, on habite dans les mêmes villages, on a un intérêt que notre région elle soit dynamique en termes d'exportation, parce qu'on est une entreprise qui exporte énormément, et ce lien il se fait par la RSE de façon tout à fait naturelle. Et le lien que j'ai voulu faire entre ces deux catégories, salariés et agriculteurs, pour moi c'était évident, la colonne vertébrale, elle devait se faire par la RSE. C'est intéressant parce que on a vu arriver, à cause des médias, peut-être une défiance les consommateurs ont commencé à avoir un a priori sur le fait que les agriculteurs étaient mal rémunérés. Enfin, c'était ce qui était c'était la vision qui était diffusée. Donc, on a vu arriver le besoin finalement pour ces coopératives de communiquer vis-à-vis du consommateur. Mais là, c'est un point que j'avais pas imaginé. Le fait que cette crise aussi avait créé aussi des scissions au sein même des coopératives entre les employés des coopératives et les agriculteurs. Donc finalement, il y a eu aussi ces travaux en interne pour ressouder les troupes parce que ça va aussi un petit peu casser en interne. Exactement, parce qu'en fait, une coopérative, quand les éleveurs ne s'en sortent plus du fait d'un prix du lait qui est au plus bas à cause de l'arrêt des quotas, qui a engendré des fortes volatilités, et les exploitations laitières ne peuvent pas lutter par rapport à des prix qui sont des fois divisés par deux. Donc vous avez des éleveurs qui sont dans la difficulté économique, financière, et qui donc viennent aux portes de la coopérative, qui est pourtant leur propriété, à qui ils ont confié la gestion à des élus, agriculteurs eux-mêmes. Et donc vous avez des conflits qui fait que le premier besoin, c'est de relier les gens qui ont l'intérêt commun de la coopérative, l'intérêt commun du territoire, et ce lien-là, on a voulu le faire par la RSE. Et alors c'était assez, je pense, assez novateur quelque part, parce qu'on est une entreprise de petite taille. Nos confrères laitiers sont de taille 10, 15, 20 fois plus grande que nous. Et donc, on avait cette authenticité de le faire parce qu'on était à l'échelle d'un territoire plus petit, les Hauts-de-France. D'autres acteurs laitiers sont sur des échelles nationales, et à des éleveurs laitiers du nord de la France, ça ne ressemble pas du tout à un éleveur laitier du sud ou de l'est ou de Bretagne. Donc, nous, on avait une certaine homogénéité dans notre territoire, et un lien fort donc entre collaborateurs et éleveurs, et de ce lien fort, le lien au territoire et à la RSE. Alors après, il fallait, l'intérêt c'est de le vendre, hein. Donc, en interne, le vendre en interne. Donc on a fait un concours pour donner un nom. Donc c'est un collaborateur qui a trouvé le nom Via Lacta, qui permet d'être donc pas en français, parce que on exporte, donc on a besoin d'avoir des noms plutôt anglais. Si on avait pris un nom anglais, c'était compliqué parce que on a quand même l'essentiel de notre communauté, elle est dans le nord de la France. Donc le nom Via Lacta nous a plu parce que c'était un nom en latin, qui est d'ailleurs très international. Et la symbolique avec l'arbre pour l'environnement, la goutte de lait et puis le sourire pour l'aspect humain, voilà, ça nous a fait craquer. Et donc notre nom aujourd'hui, on en est très fiers. On participe des collaborateurs qui participent à beaucoup de courses.
Donc Oui. du jogging, la course 5 km, 10 km, des semi-marathons, des choses comme ça, donc en région, hein. Je vois ça. Donc sur le Louvre-Lens ou sur Arras. Et donc à chaque fois, le t-shirt Via Lacta, je suis toujours très très fière quand on a des collaborateurs ou des éleveurs d'ailleurs, hein, qui participent à ces courses, et ça permet d'avoir une visibilité. Et d'ailleurs, le numérique, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, le numérique est une chance pour des entreprises de taille modeste comme la nôtre, parce que ça permet une visibilité, notamment sur LinkedIn, à des populations de professionnels, sans mettre un budget énorme, et on arrive à faire connaître notre identité à des gens qui sont des fois très loin de nous, des populations de professionnels. Donc c'est un public très ciblé, très intéressant, des moyens financiers, publicitaires très très limités, et une vraie authenticité dans les messages qu'on veut porter, l'instantanéité. Donc c'est un très bon levier pour nous qui n'avons pas de moyens publicitaires importants. On en parlera après, parce que justement, ça m'intéresse. Est-ce que cette crise du lait aussi a eu un impact d'image vis-à-vis de vos clients, sachant que vous êtes quand même beaucoup sur du B2B? Est-ce que je me posais la question, est-ce qu'en B2B, ça a eu un impact aussi d'image et donc dans vos relations commerciales? Oui, ça a un impact. Le premier impact, c'est un impact économique, hein, parce que l'effondrement des prix du lait, ça a forcément un impact sur les relations commerciales. Après, le lait, donc il y a eu des lobbies anti-lait. Donc c'est aujourd'hui, on doit se réinventer, et pour bien expliquer que le lait, ça reste le premier aliment de la vie, ça reste un produit très sain, ça reste des entreprises extrêmement, qui essayent de faire le maximum sur la partie hygiène, des éleveurs qui aiment leurs animaux, hein, qui font très attention. Donc il y a beaucoup de médiatisation sauvage qui concerne des fois peu de personnes, alors que je dirais 99,99999% des personnes impliquées dans ces filières sont extrêmement respectueuses de l'environnement, du bien-être animal. Donc c'est ces choses-là qu'il faut mettre en avant, et pas que s'attarder que sur les choses qui des fois ne sont pas correctes par rapport à l'immense majorité des pratiques qui sont faites dans l'élevage ou dans l'industrie agroalimentaire. Donc vous dites que finalement l'impact il n'était pas sur l'image, mais sur les discussions sur les prix et le fait que ça devenait problématique sur les prix. Il y a eu plusieurs choses, hein. Il y a eu l'effondrement des prix qui a fait qu'il y a eu des problèmes économiques dans les exploitations, des problèmes économiques dans les industries agroalimentaires, puisqu'évidemment tout est lié, hein, on est dans le même bateau. Et puis après vous avez eu l'affaire Lactalis qui a eu aussi mis beaucoup de médiatisation. En plus, oui, il y a peu de temps. Voilà, donc on a dû surfer sur tout ce contexte qui est extrêmement compliqué, mais après ça oblige à réexpliquer ce qu'on est, ce qu'on fait, à quoi on sert, et toute la noblesse du produit qu'on travaille. En RSE, il y a une partie action. On l'a vu aussi, il y a une partie communication ciblée par rapport à des sensibilités que peuvent avoir différentes parties prenantes. Vous avez lancé un lait prospect un petit peu responsable. Donc, comment se fait cette transition du B2B et de choses très d'ingénieurs à un travail où la com, le marketing, la compréhension fine des besoins clients apparaît dans votre travail au jour le jour? Alors on est convaincu qu'il n'y a pas le B2B d'un côté et le B2C de l'autre. Aujourd'hui, on est plus dans un continuum, ce qui s'appelle maintenant le B2B2C, c'est-à-dire que quand vous achetez, en fait notre rêve, hein, c'est que quand vous achetez un produit dans lequel il y a des ingrédients laitiers, et bien vous allez demander à ce que dans ce produit-là, il y ait un lait qui ait ces 4 critères que sont le sans OGM, le pâturage, le bien-être animal et le prix rémunérateur pour l'éleveur. Quand vous allez demander à avoir un yaourt, vous voudrez avoir ces 4 éléments-là. Quand vous allez demander un chocolat au lait, vous voudrez avoir ces 4 points-là. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur est devenu un acteur, un consommateur de ce qu'il mange, parce qu'il a bien compris que ce qu'il mange, c'est la préservation de la planète,
c'est donc la préservation de sa santé, c'est donc sa durabilité à lui en tant que personne, et que tout ça est lié. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de dichotomie entre le B2B et le B2C, et que tout ça est un continuum dans le B2B2C. Alors, ça existe déjà, Oui. parce que j'ai vu, j'ai 2 exemples. Bah, C'est qui le patron est en MDD sur des produits transformés laitiers, et c'est assez impressionnant de voir que finalement la matière première peut devenir une marque finalement et un gage de qualité sur certains produits. Ça, c'est intéressant. Il y a d'autres labels de qualité sur des matières premières aussi qui vont arriver dans des produits transformés, dans les fruits et légumes, ça je sais. Donc ce B2B2C, c'est effectivement intéressant, notamment pour peut-être multiplier le nombre de produits qui vont avoir les labels. Parce que le souci d'avoir des labels sur des matières premières, c'est que le nombre de produits possédant le label est peut-être limité, et donc en ouvrant la transformation, on peut déployer le label plus largement, et donc lui permettre d'avoir plus de visibilité. C'est aussi potentiellement un enjeu. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il va avoir un lien direct avec celui qui a fait le produit. Celui qui est vraiment à l'origine du produit. Et donc, aujourd'hui, c'est comme ça que des entreprises comme la Prospérité Fermière Ingrédia, ils ont une vraie authenticité dans la démarche. Parce qu'aujourd'hui, le lait, il est produit par une vache qui est élevée par un éleveur laitier dans la région des Hauts-de-France. Et quand vous habitez ici, que vous achetez par exemple du lait Prospérité, mais vous savez que en fait, vous participez à faire vivre votre région, que si vous habitez dans un petit village près d'Arras ou de la Côte, dans le Boulonnais ou dans les Flandres, et ben vous avez permis à des éleveurs de vivre décemment et donc de garder un paysage, de garder des pâturages. Donc tout ça, les gens, ils veulent avoir un lien direct avec celui qui a fait la matière première, avec le lait. Et une entreprise comme la nôtre, elle a toute son authenticité dans sa démarche. On n'a pas besoin de se forcer. Pour essayer d'aller plus loin justement sur cette connexion, je sais qu'il y a certains éleveurs qui discutent avec le consommateur sur Twitter. Est-ce que la digitalisation des éleveurs et les inciter à aller peut-être discuter un petit peu avec le consommateur, c'est des choses que vous essayez de mettre en place pour aller encore plus loin et que ce soit vraiment le plus concret possible pour que aussi vous, ces exemples-là se dégagent, que ce ne soit pas des mots et dire mais regardez sur Twitter, regardez là il y a les consommateurs qui sont allés avoir des exemples concrets de cette création de liens réels et d'échanges. Donc la communication, chez nous, la communication technique, elle existe depuis très longtemps. Donc c'est des brochures sur nos protéines, c'est quelque chose d'ancien qui est vraiment dans les gènes de l'entreprise. Mais une protéine à 85% ou à 90% avec... donc on a des fiches techniques très très pointues en anglais destinées à nos clients agroalimentaires. Donc ça, c'est ancien, ça existe depuis longtemps. La communication d'entreprise, elle est beaucoup plus récente. Elle porte aujourd'hui notamment beaucoup sur la RSE. On a beaucoup essayé d'expliquer ce concept sur le Via Lacta avec ces 4 critères. Et on a commencé à aller sur les réseaux sociaux. Donc les premiers réseaux sociaux sur lesquels on est allé, c'est LinkedIn, pour pouvoir avoir de la visibilité chez nos clients sans dépenser des sommes importantes d'argent. Et on commence aujourd'hui à être sur Twitter. Oui. Et donc là, on est au démarrage. Je pense qu'il faut donc il y a un décompte au nom de l'entreprise, la Prospérité, au nom de Ingrédia, et puis on commence à mettre nos informations parce qu'effectivement on voit que il y a des éleveurs qui sont sur Twitter qui mettent des informations qui sont très intéressantes parce qu'on a toujours l'impression que ce qu'on fait, les autres le savent pas, et c'est vrai. Donc c'est intéressant de partager, de voir ce qui se passe chez les éleveurs. Et puis les salariés, eux, sont davantage sur LinkedIn pour donner de la visibilité à nos clients, à nos fournisseurs et aux différentes parties prenantes au niveau de l'entreprise. Donc on est au démarrage de notre communication sur ces réseaux sociaux au niveau de l'entreprise. Et ce travail de communication venant des employés, elle est structurée ou finalement certains, indépendamment, étant déjà sur LinkedIn, sont proactifs et diffusent l'information que la direction propose. Est-ce que... Donc on a voulu que ça soit volontaire. D'accord. Chacun fait comme il l'entend.
On a posté plus d'informations pour être plus transparent sur ce qu'on est, sur les produits nouveaux qu'on lance, les concepts, les choses auxquelles on croit, les événements sportifs sur lesquels on participe. La conviction que j'ai, c'est que pour défendre son emploi, un salarié, il est aussi un ambassadeur de l'entreprise dans laquelle il travaille, et que les salariés qui sont à fond et qui sont d'accord pour diffuser un message sur LinkedIn, par exemple, eh bien, si chacun a, je ne sais pas, 100 contacts, ici on est 400 personnes, bah, vous faites la multiplication 100 contacts fois 400 personnes, bah, vous arrivez vite à une information, vous pouvez la diffuser à 4 millions de personnes, donc ça va très très vite. Et donc pour que ça soit efficace, on a mis en place un logiciel qui s'appelle SMARP. Donc quand on poste une information au niveau de l'entreprise, le salarié reçoit dans sa boîte mail un message dans lequel c'est marqué aujourd'hui Ingredia a annoncé le lancement de la lactoferrine qui s'appelle Proferrine et qui a telle et telle caractéristique. Et si le salarié se dit ah oui tiens ça c'est intéressant, dans mes contacts il y a peut-être quelqu'un qui serait intéressé, eh bien même si moi je ne suis pas commercial mais que je travaille je sais pas à la production ou à la recherche, et hop, ce message-là, je vais le diffuser en mettant mon avis à moi de salarié sur ce lancement. Et puis après, ça démultiplie. Et on a comme ça des informations qui peuvent être mises sur, je sais pas, peut-être 2000 contacts. Donc c'est très très puissant et c'est important pour moi que les salariés soient fiers de l'entreprise. Donc les messages qui sont postés, je les trouve bien conçus, avec du contenu, des choses intéressantes, une forme adaptée, parce que les messages sur LinkedIn, c'est des messages plus courts, plus visuels. Donc on a aujourd'hui pas mal de salariés qui se sont sur le logiciel Smart pour diffuser rapidement ces informations. Le fait qu'ils diffusent, pour moi, c'est un signe qu'ils sont fiers aussi d'être dans l'entreprise. Mm-hmm. C'est aussi un enjeu de faire de la RSE en interne et de s'assurer que les employés adhèrent à la vision de l'entreprise, parce que s'ils adhéraient pas, ils ne le feraient pas. Vous n'auriez pas ce levier commercial aussi lié aux employés. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est de réussir à faire de la communication à des gens qui n'ont pas cette culture-là a priori. Vous parliez des gens qui étaient à la R&D ou à la production. C'est des gens qui n'ont pas, dans leur formation ou dans leur carrière, eu l'occasion de communiquer sur ce qu'ils faisaient ou sur leur entreprise. C'est vraiment un changement d'état d'esprit profond. Donc c'est intéressant que ce soit en marche dans l'entreprise comme ça. Donc c'est les personnes, qu'elles soient directement dans le service commercial ou à côté, je partage votre avis, et c'est aussi les parties prenantes. C'est-à-dire que quand vous relayez nos informations, ça veut dire qu'au niveau de Agroé, vous trouvez que c'est intéressant notre démarche RSE, et du coup ça nous met en contact avec d'autres entreprises du territoire, et ça fait de la complémentarité parce qu'on a tous intérêt à avoir un territoire dynamique et avec des innovations, des choses nouvelles, et montrer qu'on est dans une direction, dans une région qui en veut, qui se bouge et qui est dynamique. Donc c'est vraiment les salariés, mais aussi les parties prenantes. Tous les nœuds, et c'est la puissance des réseaux, voilà. Où finalement, dès qu'il y a du partenariat et dès qu'il y a du partage, ça décuple la visibilité. Oui, et puis ça donne des idées. On se dit, tiens, ça c'est super intéressant, tac, je passe l'information à un tel, alors que des fois ça ne me concerne pas du tout. Et tout ça, ça fait que c'est extrêmement riche, ça fait un bouillon d'idées absolument incroyable, c'est passionnant. Alors, donc ces partenariats, c'est intéressant, vous pourriez en multiplier. Il y a un point lorsqu'on essaie de créer des partenariats qui est intéressant, c'est l'évaluation du niveau d'influence des acteurs et l'image qu'ont ces acteurs-là dans l'écosystème. Est-ce que c'est des réflexions que vous avez lorsque vous réfléchissez actuellement à de futurs partenariats ou est-ce que vous réfléchissez à ces logiques de niveau d'influence et d'acteurs pivots qui pourraient vous ouvrir vers de nouveaux marchés? Dans le B2C, ça se fait beaucoup lorsqu'on va chercher des influenceurs particuliers qui ont une aura vis-à-vis de certaines populations. Dans le B2C, ça peut se faire via des ONG. Peut-être, moi je pense aussi via des startups. On peut faire des partenariats avec des startups qui ont une communauté
une visibilité sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui sont en réflexion aussi chez vous On a vu par exemple sur le lait prospérité avec ces 4 critères, hein, le sans OGM, le pâturage, le bien-être animal et le prix rémunérateur pour l'éleveur. C'est un concept, donc avec un cahier des charges qui est certifié par un organisme extérieur, donc c'est quelque chose d'extrêmement solide qui a inspiré d'autres grandes marques pour des lancements à venir. Donc on voit qu'on a un niveau d'influence ou tout au moins d'inspiration sur des acteurs nationaux. Et ça nous fait extrêmement plaisir parce que c'est des cahiers des charges qu'on a écrits nous il y a 2 ans. On a été un petit peu, même carrément beaucoup audacieux quand on a lancé ces choses-là, et de voir que c'est repris par des marques nationales, on se dit waouh, on avait quand même été super inspiré. Donc oui, je pense qu'on a un degré d'influence bien supérieur à la taille économique qu'on représente. Après, avec tous les défauts que ça peut avoir, de se faire piquer des idées, potentiellement. Non, je pense pas, parce qu'en fait, c'est des choses qui vont dans le bon sens pour le bien commun, qui est le bien commun, qui est la préservation de la planète, et puis de faire en sorte que toute cette chaîne laitière, elle vive correctement à tous les maillons de la chaîne. Et donc, si ce projet qui est vertueux pour tout le monde, eh bien, il en inspire d'autres avec le même cahier des charges, eh bien, c'est tout gagné. Ce serait gagnant aussi pour vous. Pourquoi finalement Parce que ça veut dire qu'on va faire de la communication pour le grand public avec des moyens nettement supérieurs à ceux que nous, on peut mettre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et que du coup, ça va participer à la prise de conscience du consommateur de dire attention, quand on achète un litre de lait, on n'achète pas seulement une bouteille avec un bouchon rouge, un bouchon vert ou un bouchon bleu. On achète un morceau du territoire. Et on revalorise le lait en général, en fait. Exactement. Aussi, c'est ça. Qui avait un petit peu, qui était décrié par certains aspects et qui là, sur des dimensions auxquelles est sensible le consommateur, on va avoir une force de communication plus importante pour toute la filière. Et de communication et de pédagogie. Tout à fait. Parce que acheter du lait, c'est pas quelque chose de neutre. D'ailleurs, acheter tout l'alimentaire, c'est pas neutre. Quand vous achetez de l'alimentaire, eh bien, vous avez un impact direct pour l'environnement. Et donc, c'est très important que le consommateur qui paye, mais soit conscient qu'il faut acheter tel produit plutôt que tel autre. Parce que ça aura un impact différent sur sa santé et sur la préservation de la planète. Donc, nous, on est fiers d'avoir ce rôle d'influenceur sur des grands acteurs nationaux, voire internationaux. Bon, alors l'entretien, on a quand même pas mal balayé cette thématique RSE et je trouve que voilà, ce que vous faites sur le numérique et la diffusion de contenu est assez avancé par rapport à ce qui peut se faire. Donc ça, je trouve ça intéressant et je vais suivre ça avec attention. Pour terminer, j'aimerais vous poser encore 3-4 petites questions pour revenir sur vous. Est-ce que vous avez un objet fétiche ? Non. Un objet que vous avez avec vous ? Non. Pas d'objet fétiche particulier ? Pas trop fétiche. Si vous aviez à passer un dîner avec n'importe qui, de vivant ou mort, vous aviez à choisir cette personne et dire, voilà. Qui choisiriez-vous ? Pour lui poser toutes les questions que vous avez envie de lui poser ou Je pense que ce serait Christine Lagarde. D'accord. Parce que c'est une femme qui a des fonctions d'un point de vue économique extrêmement importantes, un rôle international aussi très fort. Et je pense que j'aimerais bien discuter avec elle du rôle des femmes dans le monde et particulièrement sur des missions économiques. Donc si vous pouvez m'organiser ce déjeuner, je serais très intéressée, Julien. Je prends je note tout. Parce que maintenant, par les réseaux sociaux, on peut avoir tout ce qu'on veut. Exactement. Donc je compte sur vous. Et on peut avoir, l'idée c'est ça, c'est avec ce podcast, passer d'un niveau à un autre. On m'a demandé aussi le directeur général de L'Oréal. Ah bon. Donc j'ai aussi j'ai du travail déjà. Dernière petite question. Si vous aviez à choisir une personne de la région que vous aimeriez entendre dans ce podcast, est-ce que vous avez des idées de nom ? Je pense que j'aimerais... Donc, quand je suis venue ici en stage et que j'avais
20 ans. J'ai travaillé avec un salarié de cette entreprise qui s'appelle Jean-Pierre Humet et qui m'a beaucoup marqué en fait dans mon parcours professionnel. Pourtant, c'était un stage assez court, un stage d'études. Et c'est quelqu'un qui avait fait des grandes choses au niveau de la coopérative, puisque ici, il y a eu le premier fonds salarial en France. Donc, cette entreprise, elle était en difficulté dans les années 80. Et donc, il avait monté un fonds salarial avec d'autres entreprises, d'autres collaborateurs. On a eu la visite de François Mitterrand, ici, dans les années 80 et quelques. Et donc, je pense que c'est lui que je pense qu'il pourrait être intéressant d'interviewer parce qu'il a un témoignage riche sur l'histoire de cette coopérative et sur l'attachement des salariés à cette entreprise. Et donc, la mayonnaise entre l'histoire de cette coopérative et l'engagement de ses collaborateurs est quelque chose de très important. Et c'était un producteur, pour le coup? Non, c'est un salarié de c'est un salarié de la prospérité fermière Ingradia. D'accord. Donc, potentiellement lui poser les questions que vous n'avez peut-être pas pensé lui poser à l'époque. Tout au moins relire de ce qui s'était passé dans les années 80 avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que les années 80, c'était la création des quotas laitiers, et aujourd'hui, c'est la fin des quotas laitiers, et c'est deux transitions énormes pour le monde laitier. En fait, c'est pas des crises, c'est des big bangs importants. Des mutations rapides. Des mutations rapides, rapides, mais aux conséquences longues et forte et d'ampleur significative. Et donc c'est intéressant de voir les organismes, les équipes économiques, comment elles réagissent sur des big bangs pareils. C'est toujours intéressant de voir comment on avait réagi en 80 et comment on réagit dans les années 2015. Et ça, c'est riche d'enseignements de voir comment nos aînés ils s'en sont sortis et avec quoi nous on va s'en sortir. Et nous, on est convaincus aujourd'hui que c'est nos points forts, ce sera d'être une entreprise à taille humaine avec un message fort et authentique sur la RSE et une vraie crédibilité sur l'innovation. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour ce mois-ci. Si vous souhaitez aider ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur une des plateformes d'écoute, comme iTunes ou YouTube, et n'hésitez pas à partager ce contenu sur vos réseaux sociaux. À très bientôt!